Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'Israël. Quels sont les objectifs, les vrais plans, les vrais objectifs d'Israël? Les véritables raisons de la guerre entre Israël, le Hezbollah, le Hamas, les autres proxys de l'Iran et bien sûr la tête du serpent, l'Iran lui-même. Nous allons approfondir tout ça en essayant de distinguer entre les mythes, les complotismes, les grandes idées, le grand Israël, etc., et les objectifs concrets, réalisables, pensés par les véritables stratèges. C'est pas toujours, bien entendu, aussi manichéen que l'on croit. Alors commençons sur les objectifs qui sont fantasmagoriques et qui sont très souvent présentés ainsi, mais que personnellement, je ne dis pas que j'y crois pas, le mythe du Grand Israël, pour ne pas le nommer, existe. Le mythe du Grand Israël, le projet du Grand Israël existe chez certains que l'on qualifiera d'extrémistes. De là à dire que c'est le plan actuel, moi je l'écarte pour une raison très simple. Le plan actuel d'Israël pourrait consister à élargir son territoire, comme la Russie, face à l'extension de l'OTAN, a considéré que élargir son territoire était une riposte à un encerclement de son territoire. Donc on voit bien que parfois un pays comme la Russie jusqu'aux années 2000 n'avait pas de projet expansionniste, mais radicalisé par un complexe obsidional, un encerclement et une avancée de l'empire rival vers ses portes ou son jardin ou son glacis, peut lui-même changer au niveau de ses propres représentations, et les représentations les plus radicales, les plus expansionnistes, les plus jusqu'au boutistes, peuvent du coup reprendre une certaine légitimité et trouver une opportunité historique pour réaliser un autre projet que celui de la défense. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est prendre des territoires à l'autre, puisqu'il voulait m'en prendre. Revenons à Israël. Je n'écarte pas totalement l'idée que certains poursuivent le grand Israël, mais ce qu'il se passe aujourd'hui est beaucoup plus concret et beaucoup plus simple, et on est beaucoup moins dans les idéologies. On est en face, si on se met du point de vue israélien. Tout à l'heure, on va se mettre dans le point de vue du Hamas et dans le point de vue du Hezbollah et le point de vue de la tête du serpent, l'Iran. La géopolitique, ce n'est pas le jugement. Vous ne me verrez pas, dans mes conférences géopolitiques, faire du jugement. Il y a les idées de quelqu'un, d'un auteur, mais quand nous faisons un exercice de géopolitique, on n'est pas là pour parler du bien ou du mal. Ce qui est intéressant en géopolitique, c'est les études de pouvoir sur un territoire et les représentations qui s'affrontent des deux côtés, la meilleure étant celle qui est victorieuse et qui va délégitimer la cause de l'ennemi et légitimer ma cause et du coup m'aider à mobiliser plus de troupes. C'est ça le contexte de la démonstration. Il ne s'agit pas de prendre parti, même si on a tous, bien sûr, nos préférences. Quand on fait de la géopolitique, c'est pas ça qui est intéressant, c'est quels sont les rapports de force et qui a le plus d'outils susceptibles de l'aider à remporter la victoire et quels seront les objectifs de guerre et quels seront les objectifs réels une fois la guerre gagnée. Est-ce que les objectifs vont changer pour aller beaucoup plus loin? Donc Israël est en face de 7 fronts, nous l'avions déjà vu dans une autre vidéo, 7 fronts. La tête du serpent, c'est l'Iran. Le proxy historique depuis 1982 avec Moussaoui qui a été tué, puis ensuite Nasrallah qui a été également tué récemment, c'est bien sûr le Hezbollah, le parti de Dieu, parti chiite qui adhère à la doctrine du Velayet Fakir, qui est la doctrine officielle du régime islamique des Mollahs, qu'on appelle aussi la République islamique iranienne, qui a pour vocation à s'étendre. Donc le Hezbollah est un proxy. À mon avis, les proxys ont beaucoup plus d'autonomie qu'on le dit, mais ça c'est un autre débat. Mais on peut dire qu'il est proxy puisqu'il est vraiment de même confession, il adhère au même projet géopolitique et théocratique, tandis que le Hamas, c'est une répétition, mais c'est important de le dire, le Hamas, frère musulman, sunnite, lié au Qatar, à la Turquie d'Erdogan, au Pakistan, à la Malaisie, mais aussi au Koweït qui le finance comme le Qatar, et pas que à l'Iran, c'est déjà moins un proxy, c'est un semi-proxy qui a une semi-autonomie. La preuve, le 7 octobre, à mon avis, n'a pas été commis sur ordre de l'Iran. Le 7 octobre a été beaucoup trop loin pour l'Iran. Mais justement, ça nous mène à notre sujet d'aujourd'hui. Israël a profité du fait, alors peu importe s'il y a eu des fuites, si certains cyniques israéliens auraient laissé faire, on n'en sait rien, on peut bien sûr
ne pas écarter aucune hypothèse, y compris la plus folle. Mais ce qui est certain, c'est qu'un acte a été commis par le Hamas qui n'était pas dans l'intérêt de la tête du serpent, l'Iran, car ça a donné une légitimité. N'oublions jamais que la légitimité d'un point de vue, dans le monde des rapports de force mentaux, la légitimité est aussi importante que les chars, les munitions et les hommes dans le monde matériel. Donc Israël a trouvé une légitimité, l'attaque horrible, le pogrom anti-juif et anti-israélien du 7 octobre, avec des femmes violées, massacrées, découpées en morceaux, ça a donné une légitimité pour frapper ce semi-proxy. Je dis semi parce qu'il n'est pas aussi proxy que d'autres, et il est quand même d'idéologie différente de l'Iran, il est équipé par l'Iran, mais pas que. Le Hamas a été pratiquement détruit, et récemment, à Rafah, les Israéliens, malgré toutes les pressions internationales, n'ont écouté personne. Ils ont pris Rafah. Ensuite, le Hezbollah a lui aussi commis une erreur, mais en même temps, c'est comme le Xinjiang dans les échecs, une erreur qu'il était obligé de commettre. Le Hezbollah ne pouvait pas ne pas soutenir le Hamas, puisque sinon, sa raison d'être était délégitimée. La raison d'être du Hezbollah depuis sa création, son installation au Liban, au même temps que l'invasion israélienne du Liban en 1982, c'est protéger contre Israël. Or, quand Israël n'attaque plus le Liban, le Hezbollah a besoin de provoquer Israël, car le Hezbollah n'a plus de raison d'être s'il n'est pas attaqué par Israël. Donc Israël, le Hezbollah commet une erreur, mais en même temps consciemment, en pensant qu'à long terme, ce sera peut-être pas forcément une erreur, même s'il va se faire démolir entre-temps. Et donc, le deuxième proxy est éliminé, est en cours d'élimination, il est loin d'être éliminé. On nous parle de 100 000 hommes, c'est plutôt 20 000 réels. Il y a beaucoup de membres, de cadres annexes, mais les véritables combattants, il y en a beaucoup qui sont morts d'ailleurs en Syrie. Le Hezbollah, courageusement d'ailleurs, faut le reconnaître, a énormément perdu, en proportion, a perdu beaucoup d'hommes pour une milice qui n'est pas un grand État. Il a perdu beaucoup d'hommes en Syrie avec d'autres milices pro-iraniennes, irakiennes, d'Asie centrale, bien entendu, Houthis, etc., et iraniennes, supervisées à l'époque par Soleimani et sa suite. On connaît l'histoire, donc le Hezbollah est aguerri, mais il a perdu des hommes et il n'a pas 100 000 hommes. C'est le grand maximum si on compte aussi des gens qui sont à l'arrière, qui ne sont pas tous aguerris. On pense 25 000 maximum véritablement aguerris. C'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même une des plus grandes armées, certains disent guérilla, d'autres disent armée terroriste, du monde. Donc le deuxième front est en train d'être très très affaibli. Le troisième, ce sont les Houthis qui ont déjà été frappés, qui ont des missiles à longue portée, comme les Iraniens, qui peuvent frapper directement Israël. Ils en ont pas beaucoup, mais ils commencent à être suréquipés, enfin beaucoup plus équipés par les Russes, car la géopolitique, c'est mécanique. Plus nous aidons les Ukrainiens à frapper les Russes, et pas uniquement en Ukraine, mais sur le territoire de Russie, comme on le voit depuis déjà des mois, mais surtout depuis le 6 août avec l'opération Verkoursk, c'est mathématique. Pour se venger, les Russes, qui ont quand même une sacrée habitude de l'agite-propre, de la guerre asymétrique et des représailles et de la subversion, ne se gênent pas, mais de leur point de vue, c'est logique, ils ne se gênent pas pour armer les Houthis et pour armer les Iraniens, de même que les Iraniens eux-mêmes envoient des missiles et des drones relativement efficaces, malgré leur vétusté pour certains, à la Russie. Donc il y a un renforcement de l'axe qu'on verra plus tard. Donc les Houthis peuvent frapper Israël. Ils sont moins proches que les deux autres fronts, donc ils sont moins existentiellement utiles à éliminer, à détruire, mais juste après les deux fronts les plus proches, le Hezbollah, Liban Sud, Hamas, Gaza, qui eux sont tout près, donc ils peuvent harceler les populations, et quand ils frappent en permanence, ça oblige une partie de la population israélienne à vivre hors des villes et dans les abris, ce qui paralyse l'économie, et ça c'est le véritable danger pour Israël, c'est si le Hezbollah et le Hamas attaquent en même temps, nord et sud d'Israël en même temps, deux fronts qui les prennent en sandwich, les populations de presque tout le pays doivent vivre dans les abris. C'était le cas, je dis pas que c'est le cas depuis des années, mais en 2006, pendant la guerre des 33 jours, les pluies de missiles et de roquettes et de Katyusha sur Israël ont paralysé l'économie de tout le nord du pays. Imaginez si ça dure 6 mois, le pays est ruiné.
avec des départs de start-up et des départs de jeunes qui ont les moyens d'aller ailleurs, qui va être très problématique. Et ça a commencé en Israël. Il y a des gens qui partent depuis cette nouvelle guerre. Donc les Houthis vont être éliminés. Le vrai plan d'Israël, c'est quoi? Une fois qu'on s'est débarrassé, dans une logique au départ de survie, pas du tout de grand Israël, on s'est débarrassé des 2 premiers fronts existentiels car ils menacent directement dans la vie de tous les jours la population israélienne parce qu'ils sont tout près. On attaque les Houthis, ce qui arrangera pas uniquement les Occidentaux, mais également la Chine, qui est un pays commercial, un pays mercantiliste, qui est très contrarié par le fait que les amis de ses amis, parce que la Chine est dans le camp russo-iranien, la Chine achète beaucoup de pétrole et de gaz à l'Iran, même si l'Iran est sous embargo, la Chine ne se gêne pas, et donc la Chine est très proche du front, enfin de l'axe, si on ose dire, de ce rapprochement irano-russe, mais la Chine n'est pas du tout contente que le commerce mondial soit bloqué, parce que la plupart des biens et services dans le monde sont chinois, une grande partie, et la mer Rouge étant bloquée à cause de Bab el-Mandeb et du harcèlement des Houthis zaïdites, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais les Houthis, ce ne sont pas les mêmes chiites que l'Iran, ce sont des chiites assez proches des sunnites, même s'ils sont de la famille chiite, on les appelle les chiites zaïdites, et ces chiites zaïdites qui étaient assez loin de l'Iran pendant très longtemps, depuis le printemps arabe, où il y a eu toute une déstabilisation voulue par les Américains et les frères musulmans. Je la fais courte, l'ancien président Saleh a sauté, et on a vu une guerre civile arriver au Yémen, des sudistes, des yéménites chiites zaïdites, qui n'étaient pas encore pro-iraniens, et de l'autre côté, un gouvernement légal pro-frères musulmans sunnites, puis des poches de terroristes, Daesh, mais surtout Al-Qaïda. Le Yémen est parti en confetti et en guerre civile et un état failli total qui a permis à une milice non gouvernementale de finalement envahir la capitale. Et aujourd'hui, elle montre son pouvoir de nuisance, soi-disant contre uniquement les intérêts israéliens et de leurs alliés et les navires commerciaux israéliens. Mais en vérité, c'est toutes les compagnies occidentales qui ont du mal à passer par la mer Rouge. Seuls certains s'y aventurent, mais les Chinois sont très ennuyés. Donc Israël va pouvoir éliminer le 3e front qui est les Houthis, pas tout de suite, mais s'ils continuent, les Houthis qui eux-mêmes sont obligés de tomber dans le piège. Alors pourquoi je parle de piège? Le Hezbollah, le Hamas, l'Iran, pourquoi tous ces acteurs de l'axe de la résistance anti-israélienne tombent dans des pièges? Parce qu'à chaque fois qu'ils s'en prennent à Israël, ils sont obligés de le faire parce que leur raison d'être, les Houthis qui sont chiites et séparatistes, leur justification quand ils attaquent le gouvernement légalement élu depuis le printemps arabe, leur justification c'est la guerre sacrée pour Jérusalem, El-Quds, contre Israël et pour nos frères palestiniens. Donc ils sont obligés de temps en temps de pas uniquement donner des mots d'amour, mais des preuves d'amour. Et la preuve d'amour antisioniste et pro-palestinienne, c'est de taper sur Israël. C'est existentiel. Mais en même temps, ils commettent une erreur parce que ça peut donner un prétexte à tous ceux qui en ont marre du blocage de la mer Rouge pour tomber sur les Houthis. Et je pense que les Houthis, à un moment, vont se prendre plus que des pruneaux dans la figure. Ils vont se prendre une opération conjointe qui sera de facto, tacitement permise par les Chinois, même si, par contre, ce ne sera pas l'intérêt des Russes qui aujourd'hui veulent se venger et qui se rapprochent du front iranien. Voilà, on a parlé donc de 4 fronts. On a bien sûr les milices irakiennes chiites, qui sont un autre de ces 7 fronts contre lesquels lutte Israël, qui est qui est un peu moins dangereux que les 3 autres, les 2 premiers et les Houthis, qui sont très bien équipés, les Houthis missiles à longue portée, et les 2 premiers fronts très proches des populations israéliennes, ça c'est les plus dangereux. Les Irakiens parfois s'en prennent aux intérêts israéliens et américains, mais ils ont moins de capacité à frapper directement Israël, soit parce qu'ils sont loin, soit parce qu'ils n'ont pas les missiles à longue portée que les Houthis, bien que n'étant pas un État, ont. Ensuite, on a le front, bien sûr, la tête du serpent, le front iranien, qui lui sera livré dans un autre objectif, dans un autre temps. J'ai fait un article dans Valeurs Actuelles récemment. Et bien sûr, on a oublié, bien sûr, un autre front, ou un ou deux, mais un, divisé en 2, c'est le front des Arabes israéliens et surtout des Arabes de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas Gaza.
Gaza, ce n'est pas l'autorité palestinienne. Gaza, c'était le Hamas Land, dirigé par le Hamas, avec une coupure avec l'autorité palestinienne. Même si les deux se sont réconciliés récemment, ont fait des déclarations communes, il y a quand même une séparation entre les deux Palestines intérieures. Il y a aussi la Palestine extérieure du Liban et de Jordanie, mais la Palestine intérieure, c'est Gaza, et c'est l'autorité palestinienne. Et dans l'autorité palestinienne, qui a une sorte d'autonomie limitée, sous souveraineté, semi-souveraineté israélienne, les Arabes de Cisjordanie sont de plus en plus contaminés ou séduits, suivant où on se place, par l'idéologie du Hamas. Et on sait que le Hamas a perdu le territoire de Gaza, échec tactique et territorial évident. Par contre, il a peut-être à long terme gagné un territoire beaucoup plus grand que Gaza, c'est la Cisjordanie, même si c'est un gruyère, où il y a beaucoup plus de population, et on pense qu'aujourd'hui, s'il y avait des élections dans l'autorité palestinienne, la Cisjordanie, probablement le Hamas arriverait premier. Et il y a aussi les Arabes israéliens, c'est encore autre chose, ce sont des Palestiniens, mais de nationalité israélienne, qui habitent dans l'État d'Israël, qui sont très nombreux, beaucoup sont très bien insérés, on voit des médecins, des taxis, des hommes politiques, des partis au pouvoir à la Knesset, mais il y a aussi ceux qui sont un peu moins favorisés et insérés, et dont le cœur hésite entre Israël, pour certains, et d'autres, le cœur est palestinien. Je me rappelle un jour un Palestinien d'Israël, donc un Arabe israélien, me disait « Ma fi hub », par rapport à Israël, il n'y a pas d'amour, il me disait pas on le déteste, mais dans le meilleur des cas, il n'y a pas d'amour. Et dans le pire des cas, on est attiré par des mouvements djihadistes, djihad islamique, Hamas, ou d'autres. Certains sont attirés même par des mouvements djihadistes de type Al-Qaïda ou Daesh. Et ça peut être un autre front. Et donc on voit bien que sur ces 7 fronts, donc Cisjordanie, Hamas, Hezbollah, Houthis, milice irakienne, Iran, Israël a un objectif en 2 temps. J'élimine les ennemis très proches et dans la foulée l'ennemi moyen, les Houthis, et ensuite j'attaque la tête du serpent, et ça c'est le vrai objectif d'Israël, non pas le grand Israël, c'est un objectif de survie. J'attaque la tête du serpent, mais là il y a un point d'interrogation. S'il n'a pas encore la bombe nucléaire, est-ce que l'Iran n'a pas encore la bombe nucléaire? Ils en ont probablement 3 prêtes. Mais 3, ça ne suffit pas, parce que si vous avez des antimissiles très performants israéliens, d'hommes de fer, David Shield, ainsi que des patriotes et autres américains, vous avez de quoi intercepter beaucoup de missiles. 200 ont été presque tous interceptés récemment, donc il en faudrait beaucoup plus que 3 pour avoir une vraie dissuasion. Et deuxièmement, même si l'Iran a la bombe nucléaire, a-t-elle véritablement la technologie pour doter un vecteur, c'est un projectile, un missile, doter un projecteur d'une ogive nucléaire, donc d'un explosif nucléaire. S'il y en a 3 et qu'on n'est pas sûr qu'ils soient dotés, que les projectiles soient dotés, il n'y a pas encore une vraie dissuasion. Donc l'Iran est un pays du seuil, ou voire même un pays déjà nucléaire, mais qui n'a pas encore une véritable dissuasion du faible au fort, inventée par mon maître, le général Gallois, c'est-à-dire si j'ai 3 bombes nucléaires, mais si je suis sûr de pouvoir vous en envoyer au moins une dans la cible, ça vous freine. Par contre, si je n'ai pas démontré que je peux atteindre votre territoire avec ma bombe nucléaire que j'ai, mais que je ne suis pas encore capable d'accrocher efficacement à un vecteur, je n'ai pas encore la dissuasion. On en est à peu près là. Donc Israël a très peu de jours, ou plutôt très peu de semaines, ou très peu de mois, pour frapper le programme nucléaire iranien et son programme balistique, parce qu'il y a les bombes nucléaires, mais il y a aussi les vecteurs qui emportent ces bombes nucléaires. Ils n'ont pas de sous-marins, les Iraniens, pour frapper à partir de sous-marins. Ils n'ont pas la capacité, pour l'instant, de frapper à partir d'avions et de super-pilotes qui savent faire 2000 km sans être abattus. Par contre, ils peuvent avoir du sol-sol, donc des missiles balistiques, et la Corée du Nord leur a montré le chemin de missiles intercontinentaux. L'Iran n'a pas cette capacité de dissuasion qu'a démontré la Corée du Nord, même s'il y a des doutes. Donc voilà, l'Iran cherche une fenêtre de tir, le véritable objectif, d'Israël. Israël cherche une fenêtre de tir. La fenêtre de tir, c'est une fois que j'ai eu le prétexte, grâce à l'agression du 7 octobre, dont s'est mêlé le Hezbollah, pour éliminer et le Hamas et le Hezbollah, certes pas éliminé, mais très affaibli. Pour l'un, presque totalement, pour le Hezbollah,
très affaibli, tout son système de commandement, ses cadres ont été estropiés, beaucoup éliminés, son leader éliminé, le successeur du leader éliminé, et à peu près, on est déjà, au moment où je parle, entre 30 et 40% du stock d'armes du Hezbollah éliminé. C'est pas assez, parce que s'il leur reste même 50 000 roquettes et missiles, ils peuvent quand même faire pleuvoir assez de missiles et de roquettes sur Israël pour saturer les intercepteurs, les antimissiles, hein, le système d'interception. Donc, ils ont encore un pouvoir de nuisance énorme, le Hezbollah, et je pense que, comme lorsqu'on avait tué Moussaoui, le premier chef historique du Hezbollah, à l'époque, les Hezbollahis avaient dit « on en trouvera un autre ». Et ils l'ont trouvé, encore plus charismatique que le premier. Donc, ils vont se reconstituer, mais ils sont momentanément très affaiblis, ce qui donne plus de main libre à l'Iran pour attaquer la tête du serpent et les Houthis, puisque le pire scénario aurait été une guerre directe avec un Iran quasi nucléaire, ou nucléaire, au moment même où les deux proxys les plus proches d'Israël pouvaient prendre en sandwich Israël et faire pleuvoir des centaines de milliers de roquettes simultanément du nord au sud. Israël, ça aurait été pire que la guerre du 33 jours. Toute la population d'Israël aurait été paralysée et l'économie asphyxiée. Ça aurait été extrêmement problématique pour Israël. Ce scénario est écarté depuis que les deux premiers fronts ont trouvé un prétexte pour être détruits par Israël, c'est-à-dire depuis le 7 octobre. D'où les théories du complot de certains qui disent le 7 octobre, comme ça a arrangé Netanyahou, c'est lui qui a laissé faire. C'est vrai qu'il avait été très cool avec le Hamas, il avait même permis l'échange de travailleurs depuis des années, y compris le financement du Hamas par le Qatar, certes, mais les coïncidences ne sont pas forcément des causes et des complots. Ce qui est certain, c'est que effectivement, ça, même si c'est une catastrophe absolument pas voulue par Netanyahou et par les plus radicaux des Israéliens, que ça soit voulu ou pas voulu, ça a profité, ça a permis de créer un prétexte pour éliminer ces deux fronts proches, les fronts les plus proches, Hamas et Hezbollah. Donc le véritable objectif d'Israël, nous sommes en pleine élection en Amérique, ce sera ma conclusion, c'est de profiter de cette fenêtre de tir, de voir même la représailles israélienne est en train d'être conçue de sorte qu'elle ne soit pas trop forte, mais assez forte pour que l'Iran ou ses autres proxys, encore capables d'être très actifs, les Houthis ou les Irakiens, mais le Hezbollah un peu moins, l'Iran ou ses proxys vont être tentés de répondre à la réponse israélienne qui est en gestation, qui est aussi en discussion, parce que si la réponse est maximale, elle va frapper les installations balistiques et nucléaires, les centrifugeuses en Iran, qui sont sous terre, mais souvent sous des montagnes. Il faut des bombes perforantes, des bombes anti-bunkers extrêmement puissantes, que les Israéliens prétendent avoir sans besoin de l'aval américain. D'autres disent ils n'en ont pas assez, tant que les Américains ne les ont pas livrés. On ne sait pas exactement, mais Israël prétend pouvoir agir seul. C'est soit les Américains sont avec nous, soit on les entraînera parce que de toute façon on ira et ils ne pourront pas faire autrement que d'être avec nous quand on sera en guerre totale avec l'Iran. Donc Israël mène une guerre de survie. Je ne dis pas ça d'un point de vue pro-israélien, c'est un fait. Que l'on soit pro ou anti-israélien, Israël aujourd'hui a 7 fronts dont un en voie d'être sanctuarisé par la détention de l'atome, du feu nucléaire, et donc c'est maintenant qu'Israël peut se permettre d'agir sur l'Iran, et l'une des conditions, c'était d'éliminer les fronts les plus proches, Hamas et Hezbollah, et Israël a trouvé le prétexte pour le faire. Donc ma conclusion, c'est que maintenant, le point d'interrogation, c'est Israël va-t-il frapper directement le programme balistique et surtout nucléaire iranien avec des bombes anti-Burker qu'il a peut-être en assez grande quantité ou pas, qui a besoin de l'autorisation américaine ou pas, et là c'est une négo avec les démocrates, qui serait très piégée s'ils n'aidaient pas Israël en cas de guerre totale, parce que dirait le public américain qui est assez israélophile, même si c'est moins vrai chez les jeunes, mais surtout le mainstream, l'establishment américain, même démocrate, ne peut pas laisser tomber Israël. Donc si les démocrates laissent tomber Israël dans le cadre de cet objectif majeur d'Israël qui est de frapper l'Iran, les démocrates pourraient le payer cher électoralement. Même si une partie de la jeunesse est anti-israélienne, l'establishment pourrait affaiblir ces démocrates et notamment le lobby militaro-industriel. Dans la même logique, Monsieur Trump pourrait profiter du fait que les démocrates lâchent Israël face à ce régime terrible, terroriste, qu'est l'Iran. C'est la doctrine de Monsieur Trump. Il faudrait en finir avec le régime des mollahs, le régime iranien.
Et donc, c'est très compliqué pour les démocrates de gérer cette contradiction, et ils ont trouvé la solution. En parole, ils demandent à Israël de se retenir, mais dans les faits, les armes sont livrées. Ils l'ont nié, mais Israël lui-même a reconnu que Israël est capable de se débarrasser du programme iranien sans même que les Américains les aident à rentrer en guerre. Sous-entendu, ça veut dire, comme ce sont les armes américaines, on les a déjà, ou ils vont nous les donner. Donc voilà, on est dans une période assez fascinante et inquiétante, bien sûr, de risque d'embrasement. Moi, je n'y crois pas énormément au risque d'embrasement, et là, ce sera ma vraie conclusion, car le véritable plan suprême d'Israël, le véritable objectif de guerre, le but de guerre d'Israël, paradoxalement, correspond à l'objectif stratégique de la plupart des monarchies sunnites du Golfe, et même des monarchies sunnites en général, puisque le Maroc est très loin de l'Orient, il est dans l'Occident musulman, il est à la même ligne que le Portugal ou l'Espagne, mais le Maroc aussi est signataire des accords d'Abraham. On ne peut pas le dire quand on est arabe, sunnite ou musulman, mais la plupart des dirigeants et des establishments des pays arabes, excepté la Syrie, qui est dans l'axe de la résistance, excepté aussi quelques pays comme l'Algérie ou la Tunisie momentanément, la plupart des capitales sunnites arabes ont peur de l'Iran, qui est un ennemi existentiel, qui les menace beaucoup plus qu'Israël. Israël ne menace que pour les Libanais pro-Hezbollah, le Hezbollah, et Israël menace éventuellement la Syrie, puisqu'elle la bombarde pour toucher les armes du Hezbollah régulièrement, et Israël menace, d'un point de vue purement objectif, les Palestiniens de Gaza ou de l'autorité palestinienne. Donc, c'est tout petit, les Gazaouites et les Palestiniens de l'autorité palestinienne. Le Liban, c'est tout petit également. Israël menace essentiellement les Palestiniens et les Libanais, et éventuellement, même si ce n'est pas une guerre directe, la Syrie. Mais en dehors de ces trois pays, la Syrie étant plus grosse que les deux autres, donc Syrie éventuellement, mais surtout concrètement Liban, Gaza, les autres pays sunnites n'ont pas de problèmes ni territoriaux, ni de guerre, ni même idéologiques avec Israël. Il y a le problème de la religion qui est exacerbé par les religieux, bien sûr, mais leur ennemi à eux, ce n'est pas Israël. Surtout les pays du Golfe, leur ennemi direct qui a motivé les accords d'Abraham, donc de reconnaissance et de collaboration avec Israël, leur ennemi, c'est l'Iran. Les pays sunnites arabes ont le même ennemi que Israël, c'est-à-dire la République des Mollahs iranienne, l'Iran chiite de Khomeini et du guide Khamenei, qui ont une vision messianique du schisme et qui veulent exporter la révolution islamique iranienne chiite, qui est aux antipodes du sunnisme din al-Wasat, de la religion du milieu, comme disent les grands doctes d'Al-Azhar. C'est quelque chose qui est aux antipodes de la révolution islamique iranienne, qui est en plus un schisme hérétique, qui a été transformé par l'ayatollah Khomeini et qui a édulcorer le véritable schisme qui assiège, comme vous le savez, les lieux saints du schisme sont en Irak, et à Nadjaf, la plus grande autorité mondiale du schisme depuis des années, l'ayatollah Sistani a condamné la doctrine de l'Iran. Donc on voit bien que les vrais objectifs d'Israël peuvent même carrément converger, même si les gens vont dire que c'est pas vrai, ça va converger avec les objectifs de l'Arabie Saoudite, qui certes a dit « mon ciel ne sera pas utilisé pour les avions israéliens, je reste neutre », ils sont obligés de le dire, ils ne veulent pas se prendre des missiles iraniens ou houthis. Mais in petto, au fond d'eux-mêmes, eh bien, ça va les arranger si Israël débarrasse le Moyen-Orient du régime iranien. Alors, bien entendu, c'est une autre paire de manches d'y arriver. Ça ne va pas être facile, même si les Israéliens s'y préparent depuis 9 ans. Quand on prépare un objectif de guerre depuis 9 ans, c'est un objectif stratégique. Ce sont les vrais objectifs d'Israël. Et nous aurons la suite des opérations dans quelques jours. Israël n'a pas une grande fenêtre de tir, elle n'a pas beaucoup de jours ou de semaines, sauf s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore et qu'on va avouer, c'est une question, sauf si l'Iran avait déjà la capacité certaine d'atteindre le territoire israélien avec une bombe nucléaire placée sur un vecteur, ce dont je doute.